on ne peut pas le faire parce que c'est contraire à nos valeurs, elle l'a fait elle-même le lendemain. Et donc voilà, donc ce que je comprends pas, moi, enfin ce que je comprends très bien d'ailleurs, c'est cette médiatisation qui est malhonnête et qui, à mon avis, quand elle se répète, a un projet. Et le projet, c'est comment dirais-je, mettre en avant la nécessité de l'euthanasie pour les vieux, en faisant passer comment dirais-je, une fatalité libérale ou quelque chose qui est plutôt une régression par rapport aux valeurs civilisationnelles qui sont les mêmes, pour un progrès de la liberté et du choix individuel. Et c'est souvent comme ça que le système fait, voilà. C'est un décryptage. Voilà. Benjamin, bonjour Benjamin. Derrière, il y a les manipulations qui sont possibles, tout ça. Bien sûr, c'est un peu inquiétant, oui. Et puis aussi, ce qui est inquiétant, c'est que dans le débat, apparemment, on n'a pas le droit d'être contre, parce que la semaine dernière, il y a Zemmour qui est... Mais Zemmour, il a pris un argument religieux, ce qui, à mon avis, est un petit peu à côté du problème. Parce que l'argument, il est strictement libéral. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'assister les vieux comme on avait les moyens du temps des 30 Glorieuses. Le progrès technique et la crise économique fait qu'on a les moyens techniques, mais plus les moyens économiques. Donc on essaye en gros de renoncer à des acquis techniques, parce qu'ils coûtent trop cher sur le plan économique. Et c'est finalement ce qui dicte tout ça, c'est le libéralisme bien comme... dans toute sa violence et sa froideur. Donc tout le reste, c'est à côté du sujet, voilà. Ouais, et puis moi, ce qui me dérange un peu dans le débat, c'est que comme il était contre, il s'est fait huer. Donc en fait, ouais, mais là, on voit la doxa, effectivement, alors que pour l'instant, il est pour protéger la vie des vieux, et il se fait huer par des cons manipulés, mais c'est souvent comme ça, oui. Non, parce qu'en fait, ce qui est quand même, c'est un sujet grave pour moi, parce que quand même, ça touche à la vie, donc c'est quelque chose de grave. Oui, bien sûr, mais l'avortement aussi, c'est grave. Quand quelque chose est contre, à mon avis, il faut l'écouter, quoi. Alors là, j'ai sous les yeux un petit passage très bref. Gabriel, Vincent, reste avec nous. Benjamin, vous aussi. Nous sommes avec Alan Soral. Après une petite pause musicale. Très bon sujet, l'euthanasie. Oui, voilà. oui. Là, on peut faire un restez avec nous. Restez avec nous. On peut penser un peu, là. Restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Voilà, il est presque 2 heures du matin et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Alan Soral, écrivain intellectuel français dissident. C'est ça, tu peux le faire comme ça, Alan? J'aime bien l'idée de... C'est vrai? Intellectuel français dissident. Dissident. Parce qu'à l'époque, il y avait des intellectuels russes dissidents, on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, je pense que la France de Sarkozy ressemble un peu à l'URSS de Brejnev. Mais ils étaient prix Nobel, hein, ces gens-là Au aussi. niveau de la liberté et de la chape de plomb Hein? de la doxa, quoi. Benjamin, bonjour Benjamin. Gabriel, Oui, tu es là? Et Vincent, tu es là? Vincent, Gabriel? oui, monsieur Abbassi, Oui. je voudrais terminer mon intervention. Je peux? D'accord. Bien sûr, mais j'aimerais savoir si Benjamin il est là ou il est parti. Benjamin, vous êtes parti? Ok, Benjamin il est parti. La place est libre. Gabriel, on vous écoute, Gabriel. D'accord. Donc Alain a répondu tout à l'heure à la première partie de ma question qui était Oui. plus importante, à savoir pourquoi le nationalisme a-t-il des vertus à ses yeux? Bon, mais en ce qui concerne le populisme, maintenant, tout à l'heure vous avez évoqué... Je sais pas ce que c'est, moi, le populisme. Pardon? C'est quoi le populisme? Sinon, l'amour du peuple. Oui, mais attendez un instant, s'il vous plaît, que je développe très très brièvement. Vous avez évoqué le populisme tout à l'heure, si j'ai bien Non, entendu. c'est vous qui l'avez évoqué. Non, c'est vous. Dans l'émission précédemment, vous avez parlé de populisme, sauf Populaire. erreur de ma part, en évoquant Audiard. Populaire, etc. j'ai dit. Populaire, oui. Ouais, quelque chose. D'accord. Donc vous avez parlé de France populaire et non pas de populisme, c'est ça? Mais le mot populisme ne me gêne pas, hein. Moi je suis D'accord, populiste, d'accord. oui. Donc c'est moi qui me trompais, excusez-moi. C'est moi qui ai fait la liaison avec populisme, parce que ça m'a évoqué ça. Bon. Parce qu'effectivement, oui. Bon, si par exemple, quand je pense à TF1 actuellement, à cette chaîne de télé, pour moi, c'est populiste en diable, ça, vous voyez. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus, non? C'est libéral populaire, disons, libéral populiste. Mais quoi qu'il en soit, cette France populaire, comment la verriez-vous? Est-ce que vous concevez qu'il puisse y avoir un certain échelonnement de classe sociale, un certain nombre de différences, ou est-ce qu'il y aurait un nivellement? Voilà, en gros. Un nivellement social, culturel, économique. Pour moi, quand je parle de populaire, ça veut pas dire vulgaire, hein, attention. Quand je fais l'éloge de la culture populaire, je pense à Edith Piaf, c'est-à-dire le génie Pas populaire. de racaille, voilà. Oui, enfin, c'est pas... donc, moi, je suis très attaché à la culture populaire et surtout au respect du populaire, ce qui ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on aime Edith Piaf qu'on doit interdire, je sais pas quoi, Monteverdi. Simplement, à un moment, je me méfie d'un discours, le discours actuel de gauche, c'est un discours de mépris du populaire, en disant que le populaire mène au populisme, et on voit bien que ce discours de mépris du populaire au nom de la critique du populisme, qui n'est jamais défini d'ailleurs, a amené à l'idéologie bobo, c'est-à-dire à cette nouvelle bourgeoisie de gauche qui est finalement encore plus inégalitaire, méprisante et libérale que la bourgeoisie de droite, parce que la bourgeoisie de droite avait au moins la culpabilité catholique, alors les autres ils ont remplacé ça par la psychanalyse, qui est effectivement une idéologie de l'absence de culpabilité permanente. Et donc moi je ne fais pas l'apologie du populisme, je dis que la critique du populisme dans l'IB depuis 20 ans, et de toujours ramener la défense du peuple, la défense des acquis sociaux, à soi-disant une apologie du populisme, et la preuve d'une droitisation d'une certaine gauche, et est en fait la manière dont la gauche est devenue libérale, en prétendant qu'elle luttait contre le populisme. Donc je pense que tout ça est un leurre. Il n'y a pas de danger populiste, il n'y a pas de menace populiste, il y a par contre de plus en plus un mépris du peuple et du populaire, et une confusion entre culture d'élite et culture absconse et culture subventionnée, parce que moi je suis pour la culture d'élite, mais je pense pas par exemple que l'art contemporain soit une culture d'élite, et je crois que il y a une espèce de confusion aujourd'hui qui s'explique par un virage à droite global, au sens droite, au sens libéral, au sens inégalitaire de toute la société française. Et moi je pense qu'on peut avoir une société avec une division sociale du travail, donc des élites. Il faut que ces élites soient légitimes, mais je me méfie
d'une gauche qui de plus en plus, pour cacher qu'elle est devenue économiquement de droite, montre tous les gens qui défendent une certaine justice sociale et une certaine tradition populaire comme des populistes. Donc voilà, donc je crois que il n'y a que comme ça qu'on peut en parler, quoi. Alors, Maurice, Gabriel, Alex, est-ce que vous avez vu le miracle? Alain Soral, vous avez vu le miracle dans notre studio? Quel miracle? Regardez là, tout à l'heure, il était 2h moins 1. Ah oui, Et il est 3h. Il est 3h, oui. Oui. Comment ça se fait ça? C'est le passage. Il était tout à l'heure 2h moins 1. Personne n'a pas touché à ça. Alors, vous savez, on vient d'avancer 1 heure. N'oubliez pas d'avancer vos montres, mes chers amis, puisqu'il est juste 3h04. Voilà. Et nous avons notre appareil ici, c'est automatique, Alain. Chaque fois, automatiquement, il tourne. C'est beau, hein? Alors que moi, je suis en train C'est de de faire à la miracle. main. Si c'était il y a déjà 1400 ans, on aurait dit, voilà, c'est un prophète, Alain, puisqu'Alain était là et l'horloge, il a avancé automatiquement. Alex, bonjour. Maurice, bonjour. Oui, bonjour, c'est Alex, là. Je voulais vous dire, en préambule, monsieur Abbassi, que vous animez cette émission d'une manière tout à fait malhonnête. Hein. Aïe. Oui. Je trouve qu'il est très très malhonnête de faire intervenir plusieurs intervenants de manière à pouvoir baisser le potard de la personne qu'on veut, à l'instant où on veut, de manière à ce que laisser l'invité s'exprimer en long, en large et à déblatérer de tout son poids, de toute sa longueur. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est Je trouve ça invité. très, Écrivez une dizaine de très bouquins et malhonnête, puis vous ça. pourrez prendre ma place. Alex, en plus, tout à l'heure, j'ai précisé que c'est toi qui étais parti. Oui, Et chaque parce fois, que vous avez baissé mon potard. Écoute, quand je te baisse, c'est-à-dire je donne la parole à quelqu'un d'autre, mais tu dois attendre ton tour, mon ami. Comme Gabriel, il a attendu 25 minutes. Ah Et oui. toi, tu viens d'arriver et tu veux parler, après toi-même, tu quittes l'antenne, tu pars et tu dis que tu as été coupé, que j'étais malhonnête. Tu as tout à fait raison, Alex. Voilà, je te coupe maintenant, carrément. Voilà. Maurice, bonjour Maurice. Oui, c'est Maurice. Maurice, bonjour. Bon, ah bah si, tu vas pas faire des méthodes staliniennes, je sais que tu le ferais pas. Bon, Alain, je suis un pote de Guillaume Fay, je sais pas si tu connais qui c'est. Oui, je le Bon, connais de nom. arrête de te prendre pour un intellectuel, t'es pas un intellectuel, mon pote. Arrête, Oui, et alors, quelle est votre Horace question? est intellectuel, mais pas, toi, t'es pas un Et intellectuel. alors, quelle est votre question, monsieur? Monsieur, j'ai infiltré le Front National bien avant toi, merde. Sinon, moi, je l'ai pas étalé devant la télévision ou devant des bouquins. Ah, parce que pour être intellectuel, il faut écrire des livres. Oui, bien sûr. Il Oui. ne faut pas être jaloux, Maurice. Quand hein. on pense, on Mais écrit. non, mais Il non, faut mais pas non, être mais non. jaloux de Alain C'est pas de la Soral. jalousie. Quand on dit que Besancenot n'a pas été attaqué, mais si, on a dit que dans son groupe, il y avait des antisémites dans l'extrême gauche. Ça, c'est une Ah oui, attaque, bien sûr. il faut arrêter le délire. C'est sûr, il est très attaqué. En ce qui concerne l'euthanasie, t'as déjà vu une vieille qui a le courage de se suicider? C'est pas pour ça. Évidemment, ta théorie analytique économique est intéressante. D'ailleurs, tu parles comme un marxiste. Bon, mais je respecte tes connaissances Mais il marxistes. est toujours marxiste, hein. Ouais, mais Bah, je respecte... le marxiste, c'est un outil, si, merde. Je respecte ses connaissances marxistes. Hein. Mais c'est pas facile pour un vieux Pas de de gros mots. se suicider comme ça, quoi. Sinon, l'analyse... Donc il faut qu'on l'aide alors. Et alors, Bernard Lugens, tu connais bien Bernard Lugens? Je connais de nom, oui. Ouais, bah, faut pas dire des conneries sur l'Afrique comme ça, merde. Non, il te reste encore du boulot pour être un intellectuel, mon pote. Parce qu'un hein. intellectuel, c'est dénoncer les pratiques sexuelles de l'armée française en Afrique. Ouais, mais Non, c'est pas ça. justement, le Darfour et tout ça, ça a des C'est données. intéressant le Darfour, oui, de comprendre Tu sais que tu pourquoi peux il y a- passer devant un procureur. Arrête de dire que ça n'a pas d'intérêt, comme sujet central. C'est pas très intéressant de connaître les pratiques sexuelles des armées. Voilà, ça a toujours été Eh oui, comme et ça. pourquoi on n'en parle pas alors sur les journaux, à la télé et à la radio? Parce que c'est pas très intéressant. Ben, c'est pas très intéressant. Le Darfour, c'est intéressant. Par contre, pourquoi on médiatise le conflit du Darfour? Pourquoi BHL monte au créneau? Quels sont les enjeux Bah, je de fais. cette région? Non, mais Voilà, les Chinois, les Américains, les matières premières. Ça, c'est intéressant, oui, le Darfour. il faut faire une prison 4 étoiles à la Sorbonne, et tu fous BHL là-dedans, pour l'empêcher de sortir. Parce que quand BHL sort de la centrale, son bouquin sur Sartre, c'était pas mal quand même, merde. Ce qui est intéressant quand BHL prend la tête d'une cause, c'est qu'on est sûr qu'elle est mauvaise. quoi, je veux dire. Donc il y a eu l'affaire Redeker, il y a eu le Darfour, c'est quand même c'est un signe que forcément les dés sont pipés Eh, et que c'est pas ça quoi. qu'est-ce que tu penses? Il faut faire une prison à la Sorbonne et t'enfermes BHL et les autres. Mais prison 4 étoiles, hein.
Parce Ouais, que ouais, quand, non, il, moi, quand je il pense sort de la Sorbonne, c'est un ramassis de conneries. Enfin, non, moi je pense pas que le mec soit bête, je pense que par contre Ah non, c'est non, un non, filou. C'est un filou, mais il est tout sauf bête. Ouais, bah, bien sûr, ouais. Bon, allez, je te dessert un intellectuel dans 15 ans, D'accord, ok. avec ta DI et compagnie. Ok. Et arrête de parler comme un coco, mais je respecte ta haute culture marxiste, Ah bah parce que... on est sur le bon chemin. Non, mais... Alors, Le Pen, que jamais il ne pouvait pas rêver d'avoir un conseiller marxiste, hein. Mais je veux dire, tous les mecs de la mouvance nationale sont Ouais, comme talent, M. hein. Jourdain, quand ils critiquent le libéralisme, la mondialisation et la violence de l'empire, ils se servent de concepts marxistes malgré eux. Je veux Ouais. dire, c'est pas pour on peut être marxiste quand on fait des analyses de la dérive du libéralisme économique sans pour autant vouloir recréer l'URSS Oui, et c'est pour ce le goulag. C'est ce que tu m'as fait comprendre en t'entendant à la radio. Ben voilà, donc voilà. Et on peut d'autant plus être marxiste aujourd'hui que l'URSS est tombée. On est Bien sûr, d'accord. bien sûr. Et Stéphane, bonjour. Alexandre, bonjour. Je viens de comprendre. Allez, Bonsoir. salut. Salut à toi. Salut Maurice, au Salut, revoir. Matt. Au revoir. Et salut à Guillaume. Et Stéphane, bonjour. Oui, bonsoir. Alexandre, bonjour. Bonsoir. Et Stéphane, on vous écoute. Oui, bonsoir Alain Soral. Bonsoir. Bonsoir David Abbassi. Bonsoir. Bah, je suis très content et très fier de pouvoir vous parler, Alain Soral. Merci. Et j'aurais en fait deux questions à vous poser. J'aurais voulu savoir, comme vous y connaissez assez bien, que ce soit en politique et dans les médias, j'aurais voulu savoir, comme les 5 médias sont aux mains du nouvel ordre mondial, j'aurais voulu savoir si pour vous, est-ce que à plus ou moins long terme, est-ce que Internet va subir une épuration de l'information, c'est-à-dire de qualité. Et ma deuxième question, qui est tout autre, est-ce que pour vous, le melting pot est une forme de génocide? Voilà. Alors première question sur Internet, évidemment que le système qui a bien repéré qu'Internet est une espèce d'espace du n'importe quoi et de liberté, va forcément s'occuper de le contrôler, et effectivement je pense que dans 10 ans ça sera plié, mais peut-être peut-être quelque chose émergera ailleurs, mais ça c'est toujours comme ça. Le boulot du pouvoir c'est le contrôle. Ouais. Hein, donc évidemment que au nom de la lutte contre le terrorisme, on voit très bien qu'il y a des espèces de petites lois qui sont déjà passées qui permettent pas mal de trucs. Donc pour l'instant, on peut encore s'amuser un peu, mais le capital viendra sur Internet effectivement, et un jour on verra bien que les sites qui marchent seront tous des succursales des groupes de TF1, etc. Les types comme moi auront du mal à s'exprimer parce que les lois auront été faites pour que ça tombe sous le coup de la loi, ou via les héberges, j'en sais rien. Donc pour l'instant on bénéficie du fait que le système met un certain temps à contrôler un truc qui est nouveau, et que pendant cette période de prise de contrôle, on profite un peu effectivement d'un espace un peu vierge. Donc fatalement effectivement Internet finira comme la télé hertzienne, exactement comme les radios libres, à part celle-là qui était une espèce d'exception. On a commencé par les radios libres Carbone 14, etc., et on a terminé par Énergie et Skyrock. Tu vois, elles ont tout juste été libérées de l'État pour être entièrement soumis à la vulgarité du capital, et on se rend compte que finalement le contrôle étatique était bien moins pire que la dictature du capital, parce que finalement France Culture et France Musique c'est quand même moins pire que Énergie, quoi. Voilà. Ouais. Et ça c'est, comme le disait en fait. Moins que nous existons, et nous sommes là, voilà, Radio ici maintenant, et là. Multilatéral ou LCFR, c'est-à dire on fonctionne par étape, quoi, étape par étape. Mais de toute façon le pouvoir c'est le contrôle. Soit trop brusque pour que les gens puissent s'en rendre compte et puissent se rebeller, quoi. Non, mais c'est aussi parce qu'il faut un certain temps. Un imbécile ne pense pas, donc il faut imbéciliser l'information, le crétiniser, lui faire bouffer de la merde, et au bout d'un certain moment, ça sera tout simplement un bon esclave du capitalisme international. C'est même pas que le capitalisme, le pouvoir ça a toujours été la domination, le contrôle, quel que soit le système. Je veux dire, il y en avait. Bon, voilà, aujourd'hui, le système c'est la domination par l'argent, ce qui implique des persécutions qui sont plus économiques que physiques, enfin qui sont d'abord économiques avant d'être physiques. Enfin voilà, on est dans un système de domination par l'argent. Mais tous les systèmes sont des systèmes de domination. Ils procèdent tous par le contrôle, la menace, la carotte aussi, c'est-à-dire la gratification pour ceux qui obéissent. Enfin voilà, c'est vieux comme le monde. Simplement, c'est d'identifier le système dans lequel on est aujourd'hui, savoir où on se positionne par rapport à ce système, savoir si
en fonction de son exigence intellectuelle, on se contente de ce que nous fournissent les médias de masse. Or aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que quand on a été formé par l'école républicaine et qu'on a une toute petite culture et conscience humaniste classique, humaniste quoi, on peut pas se contenter de ce que nous balance le journal de 13 heures, que ce soit celui de la 1 ou de la 2, et que même si on a un peu de mémoire historique courte, le journal de 13 heures d'il y a 10 ou 15 ans avait un petit contenu, il y avait encore de la politique étrangère dedans, de l'économie. Aujourd'hui, on parle de consommation, de s'il y a de la neige au sport d'hiver. C'est-à-dire qu'on a vidé progressivement et de façon accélérée depuis 10 ans le journal de 13 heures de pratiquement tout contenu sérieux. Avant, il restait un peu le journal de FR3 qui avait un peu plus de contenu. Et ça, donc on est obligé d'aller chercher ailleurs. Et c'est pour ça que moi j'ai fait mon site Égalité Réconciliation. C'est que nous, on va chercher grâce aux agences de presse du monde entier qu'effectivement qu'on peut trouver sur Internet. On croise des infos. On va chercher des trucs à gauche, à droite, et on met en ligne des trucs effectivement qu'on ne trouve pas à TF1, pas sur la 2, et pas dans le monde, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus, comment dirais-je, de médias d'un certain niveau. Et le seul truc qui donne un peu à espérer, c'est que la presse écrite française est totalement écroulée en termes de vente. C'est-à-dire que le Monde, à l'époque de Beuve-Méry, où il y avait un espèce, où ça incarnait encore ce qu'on appelait la vision du monde de l'honnête homme, hein. Voilà, le côté Paul Valéry, ça vendait 5 ou 6 fois plus qu'aujourd'hui. Et le travail qu'a fait Plenel pour soumettre totalement le monde avec Colombani d'ailleurs et Minck, soumettre totalement le monde à une oligarchie de domination, le côté positif c'est que les lecteurs sont partis. Et qu'aujourd'hui le monde vend pas grand chose. Libé pareil. Hein. Mais ils font partie de la Bilderberg aussi. Hein. On peut parler de la trilatérale, des Bilderberger, on peut même parler si vous voulez des Illuminati, ça vous fait plaisir, c'est pas la question. Ouais. La question c'est de voir que quand même, quand on vide de son contenu un journal comme Libération, petit à petit, même si les gens ne s'en rendent pas compte, à la fin, il n'y a plus de lecteurs. Donc il y a une espèce de justice immanente quand même. C'est que finalement le Monde et Libé ont très peu de lecteurs aujourd'hui, quoi. Je veux dire. Donc ça c'est le côté rassurant. Et puis les gens vont sur Internet, les gens regardent un peu moins la télé, enfin les gens éveillés, quoi. Et donc, pour répondre à votre question, Internet finira à être totalement sous contrôle. Ça va prendre encore quelques années, puisque le pouvoir ne veut pas se permettre de laisser une information libre circuler comme ça et devenir... je crois qu'aujourd'hui, l'Internet est plus consulté que la télé hertzienne, je crois, hein, en termes de statistiques. Ouais, ils vont s'en occuper. Et donc là-dessus, il y a aucun doute. Mais on a encore un peu de temps, parce qu'il faut le temps de le faire, de créer des lois, machin, etc. Et puis après, c'est ça aussi l'histoire. L'histoire est un processus de création, c'est que quelque chose d'autre émergera peut-être. Internet a des gros défauts, c'est que c'est virtuel. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils résistent au système parce qu'ils vont sur Internet. Or, ils ne font rien, ils restent chez eux. C'est comme pendant la guerre. Écouter Radio Londres, c'est bien, mais si derrière on va pas poser des bombes sous les trains allemands, on n'a rien fait d'autre que d'écouter Radio Londres, quoi, je veux dire. Et or, aujourd'hui, il y a une illusion de la résistance via Internet, ce qui fait qu'il y a un avantage d'Internet et aussi un défaut, c'est que c'est de la résistance, mais de la résistance virtuelle. C'est pour ça que nous on a créé une association, qu'on se réunit physiquement régulièrement, parce qu'à un moment donné, il ne se passe des choses que si les gens se réunissent physiquement comme ils se réunissaient dans les clubs et dans les cafés, dans la période qui a amené à la Révolution française. Il faut quand même que, pour qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait des groupes qui se constituent au sens physique du terme, quoi. Et... Alexandre, bonjour. D'accord. Alexandre. Bonjour Alexandre. Après, ça sera Ali. On vous écoute, Alex. Bonsoir Alain, bonsoir David, je suis très content d'être à l'antenne. Oui. Et je vous remercie, je suis très content de retrouver Alain Soral dans votre émission. Merci. Parce que c'est assez rare d'avoir une émission de cette longueur avec un invité unique qui peut parler. Donc ma question, en fait, ça concernait... il y a un mouvement en fait qui grossit petit à petit, un mouvement politique qui s'appelle la décroissance. Oui, oui. Qui vient plutôt apparemment de milieux d'extrême gauche, mais qui est assez transverse finalement, puisque il y a par exemple Alain de Benoît qui a écrit son dernier livre qui s'appelle La décroissance. C'est un livre sur la décroissance. Oui, je l'ai lu, oui, donc c'est bon. D'ailleurs, voilà, alors c'était une des questions, est-ce que vous l'avez lu? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ce mouvement-là? Est-ce qu'il a de l'avenir? Et en fait, j'étais assez surpris de voir en discutant avec un ami décroissant, que finalement, sur le plan économique, ce que propose le mouvement de la décroissance, c'est en fait une relocalisation de l'économie, de revenir à une échelle plus humaine, en fait, plus locale,
Et finalement, c'est quand même assez proche, hein, dans les partis politiques existants du Front National. De grande taille, c'est finalement assez proche du Front National. Ah, je suis content que vous l'ayez constaté, oui. Oui, bien sûr. D'abord, la décroissance, c'est une... comment dirais-je, je vais pas dire que c'est une idéologie, mais c'est une école de pensée nouvelle qui critique l'idéologie de la croissance. C'est-à-dire que la décroissance, c'est pas dire on va partir dans le sens inverse de la logique de croissance, c'est critiquer le progressisme du progressisme. C'est mettre en question l'idéologie de la croissance. Hein. Déjà, c'est ça, c'est de se dire finalement, est-ce que la fuite en avant technicienne et marchande produit de la qualité de la vie, hein, c'est ça. Hein. Donc c'est un questionnement surtout, ce qui est très important, parce qu'avant cette question ne se posait pas. Il y avait les réactionnaires qui étaient hors jeu et les progressistes étaient tous croissants. Hein. Les progressistes de gauche comme de droite. C'est là d'ailleurs où sur le débat de la décroissance, il y a aussi bien de Benoît que Michéa. Hein. Et il y a une décroissance de gauche et une décroissance de droite. Et d'ailleurs, la décroissance est fondamentalement une idéologie de droite, puisque ça serait une idéologie qui critique le progressisme, donc qui serait plutôt liée historiquement à Bonald, hein, ou aux penseurs réactionnaires, mais qui aujourd'hui est aussi une pensée de gauche, parce que le progressisme ayant montré ses limites, ayant abouti à des résultats pratiques à l'opposé, on va dire, de l'utopie des Lumières, et surtout le progressisme étant aujourd'hui finalement défendu beaucoup plus par le libéralisme que par les systèmes opposés au libéralisme, eh ben on a une convergence effectivement de décroissants issus de la pensée réactionnaire et de décroissants issus de la pensée progressiste la plus évoluée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un progressiste évolué en arrive à discuter du progressisme, et il se retrouve assez proche finalement d'un réactionnaire qui lui s'est toujours méfié du progressisme. Alors je pense qu'ils ont intérêt à dialoguer ensemble, et d'ailleurs l'extrême gauche décroissante refuse de discuter avec les décroissants qui ne sont pas d'extrême gauche, mais ça c'est leur côté sectaire et casse-couille. Mais il y a un vrai... c'est un des lieux de débat les plus intéressants aujourd'hui. D'ailleurs, on n'en a jamais entendu parler nulle part de la décroissance, ni à TF1, ni sur Antenne 2, ce qui est bon signe. Et effectivement, on peut faire dialoguer un Michéa, un de Benoît, un Soral, mais je suis sûr qu'on pourrait faire dialoguer aussi un Régis Debray, sans doute. Enfin, on voit très bien les gens qui pourraient être sur ça. Et je pense que c'est le grand débat intéressant actuel. Oui. Ali, bonjour, et Pablo. Bonjour, Pablo. Bonjour. Ali, vous avez la parole. Oui, Alain Soral, donc je vous ai critiqué tout à l'heure à propos de Le Pen, je le maintiens, mais j'ai aussi lu sur votre site Égalité et Réconciliation quelque chose qui m'intéressait. Vous y êtes allé depuis tout à l'heure, c'est ça que ça veut dire? Non, je suis allé plusieurs fois, non. Et une des choses qui m'intéresse, c'est ce que vous dites, c'est que autrefois, le marxisme, en fait, essayait de réunir les prolétaires, les prolétaires de tous les pays pour pouvoir faire la révolution. Et aujourd'hui, le libéralisme a fait que les prolétaires sont divisés, puisque vous avez d'une part les immigrés et d'autre part les blancs ou ceux qu'on peut appeler les indigènes. Il faut dire les indigènes. Si vous voulez, oui. Voilà. Et vous expliquez en fait que pour pouvoir parvenir au pouvoir, et ça je suis assez d'accord avec vous, il faudrait essayer de réunir ces personnes immigrées avec ces personnes indigènes qui ont les mêmes situations, qui sont dans le même marasme économique. Et pour cela, en fait, il faudrait sortir de la lutte que le libéralisme a mis entre ces deux catégories. Mais moi, ce que je voudrais vous poser, c'est que comment est-ce que vous allez faire pour expliquer aux personnes qui sont immigrées et qui votent que le Parti socialiste ou la gauche n'est pas favorable à ce que vous proposez? C'est très difficile, oui, parce qu'il y a une pesanteur terrible qui fait que, comme vous le savez, les Français d'origine immigrée qui votent ont plutôt tendance à voter socialiste parce qu'ils ont cette habitude qu'en fait le PS les défend. Et effectivement, c'est très dur de faire bouger les traditions électorales. Et nous, on a essayé de faire passer un message assez d'avant-garde lors de la dernière campagne Le Pen. Et j'admets que ce travail qui a été fait tard, hein, il a été fait quelques mois avant les présidentielles, n'est pas passé massivement, c'est une évidence. On a fait un travail d'avant-garde, quoi. Mais effectivement,
on est sur un chantier qui est à la fois moral et comment dirais-je, et technique, et c'est très difficile par rapport aux pesanteurs idéologiques. Mais moi, une première chose que je voudrais dire, c'est que pour pouvoir d'abord briser ce tabou, pour essayer de montrer aux personnes immigrées en fait que les socialistes ne sont pas forcément pour eux, ce serait d'abord de ne pas leur parler comme à des musulmans. Parce que souvent, ce que font les socialistes et les gens de gauche, c'est qu'ils parlent aux immigrés, puisque la majorité des immigrés en France sont de confession musulmane. Et la première attitude des partis de gauche, c'est de leur parler comme à des musulmans. Oui, parce que les partis de gauche sont dans le communautarisme. Comme on faisait autrefois lors de la colonie, notamment en Algérie, on parlait aux musulmans, on parlait pas aux Français, on parlait aux musulmans. Donc la première des choses, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait d'abord de leur parler en tant que Français et pas en tant que musulmans? Mais nous, c'est ce qu'on a fait. Excusez-moi, c'est même ce que j'ai fait personnellement, puisque j'ai expliqué systématiquement à des Français d'origine immigrée qui me disaient mais oui, mais la préférence nationale c'est contre nous. Je dis mais non, puisque vous êtes Français, la préférence nationale c'est effectivement que un Français d'origine nord-africaine mais français ait accès au logement avant un sans-papier malien. Et c'est les partis de gauche qui racialisent et qui disent finalement il y a des noirs. Ça là-dessus. Ils sont très racialistes. Le LCR parle de black, de beurre. Et il dit, il y a une phrase de Krivine qui dit il faudrait qu'il y ait plus de femmes, de beurre et de black dans la politique française. Mais c'est du racialisme intégral. Je pense pas qu'un Français des Antilles ait envie qu'on le prenne pour un black et qu'on le confonde avec un sans-papier malien. Et je crois qu'à un moment donné, pas du tout. Comment? Oui, c'est aussi méprisant que de dire qu'à un moment donné, si on était dominé, on dirait les blancs, et dans les blancs, on mettrait les Portugais, les Hollandais ensemble. Je veux dire. Un exemple, par exemple, vous voyez, je regardais sur Internet, il y avait une vidéo où on voyait Doc Gineco, alias Bruno Bossir, qui est, je crois, martiniquais ou antillais, ou je crois qu'il est antillais en tout cas, et c'est Véronique Jeunesse, je crois, qui disait qu'on l'attaquait parce qu'il était sarkozyste, parce qu'il était immigré. Mais il n'est pas immigré, il est guadeloupéen. Non, mais je sais bien, le niveau de... moi, j'estime que quand même la gauche est très responsable d'avoir fait baisser ce niveau. Comme ils ont renoncé à la lutte des classes, au combat de classe, ils ont essayé de le cacher en communautarisant et en racialisant tout ça. Et beaucoup, en fait, de la racialisation en fait, de ce qui était avant les combats économiques, et beaucoup le fait de la gauche, en fait, parce que la gauche a masqué la désertion des combats économiques par cette communautarisation, cette racialisation et cette cultisation. Effectivement, elle parle de musulmans, de blacks, de beurre, tout ça est très méprisant, parce que d'abord... C'est là, ça va pas vous plaire, Alain Soral, mais en même temps, c'est objectif. Moi, je regarde les choses objectivement, et vous qui êtes marxiste, vous devriez regarder les choses d'une manière scientifique. Justement, il y a eu une union du Parti Socialiste dirigé par François Mitterrand et de Jean-Marie Le Pen, puisque d'un certain côté, François Mitterrand poussait Jean-Marie Le Pen en avant, et de l'autre, il poussait Julien Drey en avant, qui fondait SOS Racisme pour faire des rapports sociaux, des rapports raciaux. Oui, mais quand on s'intéresse d'un peu plus près à Jean-Marie Le Pen, on voit qu'il parle de préférence nationale et qu'il ne parle pas de préférence raciale, que d'ailleurs il est assez mal vu par les identitaires pour cette raison-là, qu'il est quand même dans la tradition du nationalisme français, qui n'est pas du tout un nationalisme germanique, et que lui effectivement il dit que la préférence nationale protège les Guyanais français d'un danger mortel qui est parce que aller vendre l'idéologie des sans-papiers en Guyane, pour Besancenot, c'est risquer de se faire assassiner par les Guyanais. Et à mon avis, avec son discours, il ne risque pas de mettre les pieds à la Réunion ou en Guyane, hein, l'autre, le démagogue là. Voilà. Or, Le Pen est très bien compris à la Réunion ou en Guyane. Hein. Marine est allée, je crois, à la Réunion, ils l'ont très bien compris parce que eux, ils sont très peur du sans-papiérisme dans ces endroits-là. Ça risque de leur faire perdre des avantages. Je veux dire, des acquis sociaux et civilisationnels énormes, on le sait. Et le problème, c'est qu'on est... cette idéologie droit de l'homiste antiraciste a eu quand même comme objet de faire baisser le niveau de lecture
de la réalité sociale, politique, hein. Et c'était le but. C'était un but d'abêtissement. Et je pense que Besançon, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau, hein, là maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans le droit de l'homisme, la compassion, et mon boulot, si vous êtes allé sur mon site, effectivement, c'est d'essayer de faire monter ce niveau. Et effectivement, le paradoxe, c'est que je m'appuie plus sur le Front National pour le faire, parce que je dis finalement, le Front National est le mouvement le moins malhonnête sur ces sujets-là. Voilà. Ouais, Javad, bonjour Javad. Ali, reste avec nous, Alexandre, vous aussi. Javad, bonjour Javad. Bonjour Alain, bonjour la radio. Bon, donc là je viens de rentrer d'un bar là. J'ai un peu bu, je suis un peu déprimé par rapport à l'ambiance parisienne. Qu'est-ce que tu as, vous, du vin ou de la bière? Juste de la bière en fait. J'habite dans le 11e arrondissement. Bon. C'est un peu déprimant, j'en ai marre de Paris, je crois que je vais me barrer. Ma question ne concerne pas Paris, même si j'ai entendu souvent une pensée d'Alain Soral sur Paris en fait, qui commence à mourir. Enfin, j'ai 30 ans, j'ai pas connu le Paris des années 70 et des années 80. Vous faites allusion au texte que j'ai publié dans mes abécédaires sur l'évolution un peu triste de Paris. Ah ouais, mais moi ça me déprime. Je suis pas d'origine parisienne, mais je veux dire, c'est plus un nom. Enfin, je veux dire, c'est mort Paris. Enfin, je m'ennuie, je veux me casser à l'étranger. Enfin, je sais pas comment faire. Bon bref. Ma question c'est pas ça, parce que j'ai découvert par hasard Alain Soral par internet, hein, grâce à internet. J'ai découvert par hasard en cherchant, enfin. À droite à gauche des questions concernant la République, concernant la France, ça. Et donc je suis tombé sur une espèce de guerre interne qu'il y a au niveau de l'extrême droite, enfin je dirais l'extrême droite, enfin ou le Front National, enfin. Et donc je suis tombé sur un certain personnage qui s'appelle Guillaume Fay. Oui, on en parlait tout à l'heure. Et donc moi je suis assez séduit hein, par Alain Soral, son rapport à la République, hein, c'est-à-dire que moi aussi je pense comme lui, c'est-à-dire que le seul rempart en fait à la mondialisation, enfin moi je mélange un peu beaucoup d'intellectuels en ce moment, c'est-à-dire que je suis très attiré aussi par Emmanuel Todd, oui, qui est très bon. Je trouve que son idée de protectionnisme est très intéressante. Mais tous les intellectuels sérieux, Todd, Maurice Allais, honnêtes et sérieux, finalement convergent vers la même vision assez saine d'un protectionnisme modéré. C'est ça qui est marrant, c'est que finalement c'est le système qui fait semblant de ne pas comprendre. Hein, Ah ouais, c'est le système. Il y a des. Alors, j'ai pas encore posé la question, mais je fais un petit filon là. Je lance par exemple des intellectuels comme Finkielkraut, BHL. Bon, BHL, j'ai déjà vu. Vous l'avez. Excusez-moi l'expression, mais vous l'avez démonté. C'est un peu vrai. Finkielkraut, c'est pas très dur. Hein, c'est pas très dur. C'est pas très dur, mais Finkielkraut, il est un peu plus intelligent, mais je trouve qu'il s'accroche un peu à son idée. Enfin, c'est un peu fou. Enfin, il est clairement attentiste, clairement sioniste, même si moi je suis d'origine maghrébine, j'ai des amis juifs, hein, il n'y a pas de problème, je suis pas antisémite, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de critiquer la démarche de l'État d'Israël. Enfin, j'ai rien contre, mais faut pas être très malin pour se rendre compte qu'aujourd'hui c'est une vraie ce qui se passe dans ce pays, dans cette région du monde, c'est un peu c'est limite, c'est comme l'Afrique du Sud à une époque, mais il y a cette arrière-pensée par rapport à la Shoah. Moi, je pense que je suis très marqué par ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale en France et en Europe. Mais on peut pas utiliser cet argument à tort et à travers quand on essaie de réfléchir. Non seulement on peut pas, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux de le faire systématiquement. C'est forcément très dangereux à terme. D'ailleurs, il y a des intellectuels juifs qui le théorisent, ça, qui disent s'appuyer sur la Shoah pour justifier Israël, c'est travailler en réalité pour la cause palestinienne. Parce que quand c'est ce que je suis en train de me dire. Je veux dire, par exemple, il y a des gens il y a je crois Shmuel Trigano, il y a plusieurs intellectuels juifs qui osent se tenir ce discours-là, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut légitimer Israël plutôt en s'appuyant sur l'histoire des Spartes que sur le ghetto de Varsovie, parce qu'ils disent que si vous montrez des photos du ghetto de Varsovie avec un pauvre petit enfant famélique et un homme avec un fusil en uniforme, subliminalement
celui qui a eu de la compassion pour le pauvre enfant juif du ghetto de Varsovie aura de la compassion pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Donc même dans une démarche d'intelligence sioniste, aujourd'hui pour défendre l'État sioniste tel qu'il a évolué avec le comment dirais-je, aujourd'hui l'idéologie dominante étant le Likoud et plutôt Jabotinsky que l'époque d'Exodus, il faut réhabiliter quelque part la possibilité d'un État spartiate, d'une république spartiate. Et à ce moment-là, admettre que le sionisme aujourd'hui est une mouvance de droite, voire d'extrême droite, et on peut revendiquer cette vision du monde, il n'y a pas de raison. Mais essayer de légitimer aujourd'hui la politique d'Israël par de l'idéologie de gauche, c'est-à-dire la politique qui est menée depuis la deuxième intifada et depuis Sharon par la Shoah, c'est forcément très dangereux à terme, parce que c'est une construction malhonnête et qui crée un énorme sentiment d'arnaque et de mensonge dans les populations moyennes. C'est une belle arnaque, hein. Et tout ça n'étant compensé que par effectivement une surpuissance, on va dire, d'un lobby communautaire sioniste qui est très fort, et forcément à terme c'est forcément mauvais pour tout le monde, voilà. Et j'ai tenu ce discours-là il y a déjà des années, ça m'a attiré beaucoup d'ennuis, donc je vais pas le faire 20 fois, tout le monde a compris exactement ce que je voulais dire. Je pense que c'est sur le plan de la logique, de la morale et même du sionisme bien compris, parfaitement pertinent. Le problème c'est que ça attire beaucoup d'ennuis, donc je vais pas le répéter 20 fois, mais vous avez mis le doigt dessus, oui, effectivement. Oui, par exemple un sous-préfet comme Bruno Guig qui s'est fait limoger récemment par Michel Alliomari parce qu'il enfin je l'ai lu l'article et il a rien d'anti-israélien, mais juste le point. Il répondait d'ailleurs à un article collégial sur dans Le Monde qui essaie de démonter l'ONU, je crois, par rapport à Durban 2. Ouais, voilà. Donc à la conférence de Durban. Donc tout ça, c'est des combats, C'est un combat réaliste. Mais ma question, c'était, j'ai cherché sur Internet. En fait, c'était pas. Qu'est-ce que vous pensez de Guillaume Faye, en fait? Rien. Voilà, parce qu'en fait. Parce qu'en fait, il y avait sur la... Javad, tu n'oublies pas ce que tu étais en train de dire, puisque ça fait plus de 20 minutes qu'Elias il attend. Elias, bonjour. Bonjour, monsieur Soral. Bonjour, monsieur l'animateur, j'ai oublié votre nom. On vous écoute, Elias. Voilà, oui. Monsieur Soral, je vous appelle. Je suis musulman d'origine, mais je ne pratique pas du tout la religion musulmane. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dernièrement, et avant cela, il y avait les élections... au sein du CFCM, vous savez, le groupe qui rassemble les musulmans de France. Le CFCM, oui, de France, qui rassemble l'UF, la mosquée de Paris, puis un troisième groupe. Et il y a une toute petite minorité musulmans qui ont voté. Et puis voilà, on vous dit, tiens, c'est le Dalil Boubaker ou l'autre représentant de l'UF, c'est lui le représentant des musulmans. On ne parle jamais des musulmans comme moi, que je suis absolument pas du tout pratiquant. Je crois en Dieu, mais je suis pas du tout pratiquant. Et on ne parle jamais de nous. Jamais de nous, musulmans. Allô? Oui, allô? Je voudrais vous poser une question. Vous, quand on vous parle, vous êtes citoyen français? Allô? Je sais pas vous posez la question à qui aller? À Kevat, au monsieur qui parlait. Elias. Voilà, Elias. Quand on vous parle, est-ce que vous préférez qu'on vous parle d'abord comme un Français bonne ou question. d'abord comme un musulman? Non, comme un Français, parce que je me considère comme un Français. Bonne question, bravo. Voilà. Il faudrait remettre tout ça en place. D'ailleurs, oui, justement, j'ai remarqué que pour les gens d'origine musulmane, par exemple, on nous parle toujours de Tariq Ramadan. Moi, je n'ai rien à cirer de Tariq Ramadan. Voilà, oui. Ce type-là, il est soi-disant représentant de quels musulmans, d'ailleurs. À chaque fois, on dit Tariq Ramadan, représentant d'une telle ou telle fraction de musulmans. Mais je voudrais bien savoir... Mais vous êtes français avant tout, vous n'êtes pas musulman. Dans la République française, vous êtes français. Mais je veux dire que pour nous, Français qui ont une origine musulmane, ça sera bien que nous pouvions nous exprimer en disant que voilà, il y a des musulmans. Oui, mais vous devez vous organiser dans les associations, dans les partis politiques, à droite à gauche. Il faut être organisé si vous voulez pas. Si je peux répondre. Oui, Alain Sora. Si je peux répondre, parce qu'on pose une question. Le propre des communautés dominées, c'est de ne pas avoir les moyens de choisir leurs propres représentants. C'est à ça qu'on voit que ce sont des communautés dominées, non pas des communautés dominantes. Voilà. Et j'ai répondu de manière un peu absconse, mais les initiés comprendront. C'est-à-dire qu'effectivement, il est étrange que les gens qui représentent l'islam de France... Comment ?
Je vais raccrocher, mais je continue à vous écouter. D'accord. Donc il est effectivement étrange que les gens qui représentent l'islam de France officiellement ne sont pas très représentatifs de ce qui est en réalité la moyenne des Français de confession musulmane. C'est étrange, mais c'est souvent comme ça. Le propre d'une communauté dominée, c'est de ne pas avoir les moyens de choisir ses propres représentants. On peut dire la même chose pour le CRAN. Les gens qui représentent soi-disant les Noirs de France, qui est déjà une aberration, qui sont 4 gugus, dont un qui a été condamné, je crois, à de la prison ferme pour détention de plusieurs kilos de cocaïne, et qui vient des mouvances antiracistes entièrement pilotées par le PS. Il y a 4 gugus qui représentent soi-disant les Noirs de France. Ça a été entièrement monté de toutes pièces par le pouvoir politique. Voilà. Alors par contre, il y a les communautés puissantes, elles choisissent leurs représentants. Et en général, il est très difficile de les critiquer. Pour ça, il faut être organisé, Alain. Voilà, les gens comme Elias, vous devez vous organiser. Plus une communauté est faible, plus on peut la critiquer, ça j'ai remarqué, et moins elle a les moyens de choisir ses représentants et de parler et de réellement s'exprimer dans les médias. En général, c'est pas elle qui choisit ses intervenants, et on peut la montrer comme diabolique et dangereuse. C'est-à-dire que moi j'en déduis simplement que si on parle autant de la mafia sicilienne dans les médias, c'est que la mafia sicilienne doit être en déclin, parce qu'une vraie mafia puissante, un journaliste est terrorisé d'en parler parce qu'il sait qu'il risque sa peau. Donc quand on commence à parler d'une communauté, c'est qu'elle est pas très puissante. Et la communauté la plus puissante, c'est toujours celle dont il est le plus difficile, le plus dangereux de parler. Voilà. Et ça, c'est des règles d'airain. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, je ne veux pas aller plus loin. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on peut dire autant de mal des musulmans français, parce qu'en termes de communauté, ils sont très mal et très peu organisés, en réalité. Ils sont une masse, mais ils ne sont pas une organisation puissante. Et c'est pour ça qu'on peut en dire autant de mal, autant les diaboliser, et autant les montrer du doigt, parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de se défendre. Voilà. Arnaud, bonjour. Oui, c'est rebonsoir, c'est Arnaud Bis cette fois-ci. Oui, Arnaud Bis. Sur catholicisme et Martinez, je parlais tout à l'heure. Donc là, en fait, il y a deux, trois trucs que je voulais dire. C'est donc rendons à Martinez, c'est à Martinez, savoir à propos de l'euthanasie. Bon, il en parle aussi. Il parlait pas que du truc économique aussi, donc je voulais juste souligner ça. Je connais pas ses écrits sur l'euthanasie. Ah, c'est important. Et donc alors aussi on parlait du Tibet, et donc je voulais souligner aussi la simultanéité à la fois du Tibet, qui est un petit peu la religion de l'euthanasie, un petit peu, parce que c'est qui est relié en plus aux Allemands, etc. Bon, aux nazis, puis il va plus loin, Schopenhauer, et tout ça. Donc tout ça c'est un petit peu relié, donc en même temps que l'euthanasie. Donc étant donné que c'était les deux grandes news, il me semblait que c'était important de souligner le lien qu'il y avait dans tout ça. Et alors là aussi, donc plus récemment, à l'instant, on parlait de la décroissance. Et donc, c'était aussi pour souligner que peut-être la décroissance, il y avait peut-être un danger, parce que ça peut accompagner très bien l'espèce d'énorme crise qui ne manquerait pas de nous tomber sur la gueule. Et que donc, c'était peut-être aussi une idéologie qui permettrait de faire accepter aux gens le malthusianisme, quoi, finalement. Et donc voilà, c'était simplement. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est plus subtil que ça, la décroissance. C'est un débat. J'ai été abonné pendant longtemps. D'abord, il y a plusieurs écoles. Enfin, il y a plusieurs décroissants. Il y a pas qu'une école. Il y en a 3 ou 4. Oui, c'est juste, mais c'est plutôt un questionnement de l'idéologie de la croissance et de la croissance comme comme religion de la société bourgeoise moderne, où en général on vous dit le PIB, les points de croissance, et voilà, une société qui va bien, c'est une société qui produit du point de croissance. Or, on peut très bien imaginer qu'une société produise du point de croissance et que la qualité de vie objective de ses citoyens baisse. Et c'est en gros ce qui se passe. Parce que même dans notre société de crise, on est encore en croissance positive, là, soi-disant, à 1,8 cette année. Or, on voit très bien que cette espèce de monodéterminisme et cette lecture très rigide et monodéterministe de la température d'une société humaine par les points de croissance, et tu deviens une espèce d'aberration, quelque chose qui devient presque métaphysique, d'une grande pauvreté. On peut critiquer aussi l'absurdité du PIB comme système d'évaluation d'une société. L'idéologie de la décroissance, c'est un questionnement du dogme de la croissance. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faille régresser. Je veux dire, c'est pas forcément une idéologie de la régression, c'est plus compliqué que ça. Là, par rapport à l'indice PIB, le Bhoutan a été le premier pays qui est voisin du Tibet, a fait justement l'indice de bonheur individuel, etc. Bon, mais aussi la décroissance, c'était partie de l'idéologie de Léopold Kohr, qui avait théorisé la fraction, les états-cités, et déjà dans les années, je sais plus, 30, 40, je ne me rappelle plus, et la décroissance fait déjà partie de son idéologie, donc c'est quand même une idée assez ancienne. Mais bien sûr, parce que c'est une idée profonde. Au départ, c'est une idéologie très très réactionnaire, puisque c'est se méfier du progressisme. Oui, et par rapport donc
Enfin, moi, il me semble que c'est un problème de répartition des richesses. Il me semble que la croissance, disons, la décroissance au niveau individuel, c'est parfait, c'est très bien, moi ça me convient. Mais au niveau d'une société, c'est la répartition des richesses qui pose problème. Après, vraiment au niveau. Mais on peut, comme vous le savez très bien, plus une société a de croissance, plus l'inégalité sociale croît. Vous l'avez remarqué, enfin ça c'est des vrais chiffres. Plus les pays africains décollent en termes économiques, plus la misère augmente en réalité. C'est ça qu'on voit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de misère dans les sociétés primitives africaines en réalité. On peut pas le dire. En réalité, plus il y a de décollage économique, plus il y a de misère. C'est-à-dire que le problème, c'est que le progrès technico-commerçant via la logique du capital ne produit pas de l'égalité sociale, de l'élévation de la qualité de la vie systématiquement, et même c'est souvent l'inverse. Et c'est parce qu'on constate ça en ce moment, et on peut le constater en France. Moi, je crois qu'on peut dire en fait on peut dire qu'en France on produit beaucoup plus de richesses qu'il y a 30 ans, et on vit plutôt moins bien. Mais c'est la répartition, parce qu'il y a des types qui prennent. Il n'y a pas que la répartition, il y a la qualité de la vie, il y a le fait, il y a la baisse du civisme, la baisse de la fraternité. Moi, je viens de cité de banlieue où quand j'étais petit, quand ma mère voulait aller faire un tour, elle nous prenait par le bras, elle sonnait chez la voisine du dessous qui s'appelait Madame Blanchard. Bonjour Madame, vous gardez mes enfants? Oui, bien sûr. Et le lendemain, c'était l'inverse. Aujourd'hui, dans la même cité, personne ne se parle. Et moi, quand j'allais faire les courses, j'étais apostrophé par 2 voisines de l'immeuble qui me disaient: coucou Alain, tu vas faire les courses? Et elles me jetaient de l'argent dans un bout de papier avec un élastique, et il y avait leur commande, et je faisais les courses pour 3 personnes de l'immeuble. Aujourd'hui, c'est inconcevable en termes de socialité. Or, ça n'a rien à voir avec la croissance, avec le pouvoir d'achat, etc. C'est à cause de quoi? C'est que cette logique individualiste, libérale, consumériste a produit de la déliaison sociale, de la démoralisation au sens de baisse du sens moral, du sens de l'autre, et même de la névrose, de l'addiction, etc. Et il y a toute une pathologie de la logique de la croissance et de la croissance. Et en dernière instance, on parle de qualité de vie. Or, c'est ce questionnement-là. Après le partage des richesses, effectivement, l'idéologie de la croissance n'est nécessaire que parce qu'il n'y a pas de partage des richesses. En réalité, aujourd'hui, on pourrait être dans une période de décroissance avec une amélioration du niveau de vie si le rapport capital, si la valeur ajoutée produite allait plus vers le travail que vers le capital. Vous voyez, on sait très bien que depuis 20 ans, les gains de productivité vont systématiquement au capital et jamais au travail. Oui. Donc effectivement, la croissance n'est nécessaire que parce que le capital ne veut renoncer à rien. Et que la petite part qu'il peut donner en plus dans une logique social-démocrate au travail ne peut pas être générée sur le partage strict, mais sur une augmentation de la masse des profits. Donc il y a logique de croissance parce qu'il y a refus du partage. Vous voyez? Mais c'est tout ça le débat de la décroissance permet de parler de tout ça. Moi, c'est pas un dogme. D'accord, mais après il y a vu que la population Arnaud, on va écouter Ali. Ali, bonjour. Ok. Bonjour. Tu peux rester, Arnaud. Oui, Ali. Oui, rebonjour. Oh, bonjour. En fait, je voudrais vous parler... Arnaud, toi aussi, tu peux intervenir quand tu veux. Voilà, tous les deux avec Alan. Vous êtes... En fait, au début de votre de l'émission, vous avez parlé que vous aviez une sensibilité catholique, et moi aussi, je suis catholique. Hein. Je m'appelle... Malgré moi, d'ailleurs. Hein. Comment? Tu t'appelles Ali et lui, il s'appelle Alan. Voilà, mais c'est presque... Ouais, mais Alain, c'est une des hordes qui ont envahi de l'Est, qui ont envahi la Gaule. Les Alains, les Gauls, les Visigoths et les Ostrogoths. Voilà. Mais donc moi je connais pas mal le marxisme, hein, parce que moi j'ai été élevé dans l'éducation nationale, et faut se méfier, on avait un prof en terminale en philosophie qui faisait une thèse sur le marxisme, donc il nous a élevés au marxisme. Donc je le connais par cœur. Enfin, quasiment en tout cas. Et par rapport au catholicisme, moi je suis d'accord avec vous qu'il faut essayer de faire dans la société que les richesses soient mieux réparties entre les individus. Mais moi, ce qui me déplaît dans votre démarche marxiste, c'est en fait qu'il y ait une lutte entre une certaine catégorie de la nation et d'autres. Excusez-moi, je le déplore autant que vous, mais c'est une réalité, monsieur. Oui, mais moi, ce que je prêche comme catholique, c'est que on devrait essayer de faire une concorde entre toutes les catégories de la nation. Il n'y a pas la possibilité d'avoir... Enfin, c'est sûr qu'il y a des luttes, mais pourquoi il y a des luttes? Parce qu'il y a des injustices, mais si on essaye de résorber les injustices par... Excusez-moi, si l'Église catholique, à un moment donné, à l'époque de la Troisième République,
il y a eu un débat interne, vous le savez, avait un peu moins été une idéologie de collaboration avec la bourgeoisie patronale, d'abord le catholicisme serait un peu moins disqualifié, vous voyez. Oui, mais Léon XIII, par exemple, quand vous lisez l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, où il explique que les patrons, c'est normal qu'il y ait des patrons, c'est normal qu'il y ait des ouvriers, mais il n'est pas normal que les patrons, par exemple, puissent s'en mettre plein les poches, alors que c'est un peu étant donné que plus personne aujourd'hui ne respecte la parole du pape, c'est pas parce que vous allez menacer le patronat français de l'enfer qui sera un peu plus respectueux des conditions de travail de ces travailleurs. Donc le problème à un moment donné, c'est que on parle là de la, comment dirais-je, de la doctrine sociale de l'Église. Oui. Je ne la critique absolument pas. Malheureusement, l'histoire a prouvé qu'elle était insuffisante pour résoudre les conflits de classe. Sinon, il n'y aurait pas eu l'histoire du mouvement syndical. Tout ça est quand même venu de problèmes réels. C'est-à-dire que